Delon première. Ok. Top. Bon, Alain Delon, bonsoir, et puis merci d'avoir accepté de participer à ce spécial cinéma qui vous est consacré, puisque notre entretien sera suivi tout à l'heure de Rocco et ses frères, un film de Luchino Visconti que vous avez tourné en 1960. Mais nous parlerons de ce film tout à l'heure. Auparavant, est-il possible en quelques minutes de vous approcher, de vous connaître un peu mieux, vous qui êtes très célèbre et finalement très très inconnu du grand public? J'ai lu un livre récemment qui vous concerne, qui s'appelle Alain Delon, qui est écrit par un garçon qui s'appelle Monsieur Rod, et qui est paru dans la collection Tête d'affiche. Un livre d'ailleurs dont je me suis un petit peu inspiré pour vous poser quelques questions en ce qui concerne votre personnalité, bien difficile à cerner. Et je crois que vous détestez les interviews parce que vous dites dans ce livre, d'instinct, j'ai horreur que l'on me pose des questions. C'est vrai? Oui, j'ai toujours eu horreur qu'on me pose des questions. D'abord parce que je n'aime pas y répondre. Et ensuite, je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Dans votre cas, je crois que je répondrai à vos questions parce que je crois que il est très rare d'avoir des interlocuteurs, disons, capables, pour ne pas dire professionnellement intelligents. Et en général, c'est pour ça que les interviews que j'ai l'occasion de faire tournent très vite au drame et s'arrêtent très, très courtement. Je vais vous faire une confidence, je vous ai regardé souvent passer dans d'autres télévisions que la nôtre, et je sentais chez vous, ça transparaissait à travers l'écran, un potentiel fantastique d'agressivité avant que l'on vous pose la moindre question. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'ailleurs, je m'empresse de le dire. Vous savez, c'est sûrement une sorte de défense naturelle qui part de l'instinct animal, je crois. Mais c'est effectivement une agressivité que j'ai en moi et qui part sûrement du principe et du fait d'attaquer pour se défendre. Alors on regarde un petit peu la légende, si vous le voulez bien, parce que Oui. c'est peut-être le moment ou jamais de la démythifier. Elle se résume en quelques qualificatifs. Alain Delon, peu commode. C'est le premier, il y en a quelques autres. Oui, c'est vrai, peu commode, mais je veux dire, il y a un côté de ma vie professionnelle, c'est une chose, et un côté de ma vie privée. Je pense que ce qualificatif s'adresse à ma vie privée, à la partie de ma vie privée. C'est vrai, je suis peu commode. Autoritaire. Autoritaire, professionnellement, sûrement, oui. Georges Lautner, avec qui vous avez tourné Les Saintes Glaces, me racontait qu'il était terrorisé les premiers jours de tournage et qu'après, il ne souhaitait qu'une chose à la fin de ce tournage, c'est de refaire un film avec vous. Est-ce que vous mettez les gens avec qui vous travaillez mal à l'aise au départ? Je crois que j'ai compris le sentiment de Georges, que je prends personnellement comme un compliment. C'est-à-dire que dans le fond, très difficile de dire cela venant de moi, mais je crois que les gens, au départ, sont bloqués parce qu'ils ne me connaissent pas. Et vous savez que lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, les déclarations les plus fantaisistes volent autour de son personnage. Et finalement, dans le fond, c'est un problème de méconnaissance. Et je crois que quand on me connaît professionnellement, j'entends, on voit les choses tout à fait différemment. Je crois que vous serez d'accord avec la légende sur un qualificatif. Coléreux, c'est vrai ça. C'est vrai, oui. Même vrai. au fil des années, ça Je crois que c'est une question, est-ce que c'est une marque de caractère? Il vaut mieux. J'ai un très très mauvais caractère, je ne sais pas si vous l'avez sur vos fiches, sur vos papiers, mais c'est une preuve de caractère aussi, et il vaut mieux avoir un mauvais caractère que pas de caractère du tout. On va mettre une rose un petit peu dans ses épines, courageux. Ça c'est vrai, vous l'avez prouvé dans des circonstances difficiles. Si vous le dites. Et un goût du défi aussi. Un goût du risque, plus que du défi. Évidemment, le risque, du risque par le défi, bien sûr. Alors vous avez dit une phrase, j'espère qu'elle est vraie, mais vous pourrez l'authentifier ou la démentir. Vous parliez une fois de Belmondo et de Brialy et vous disiez le public a l'impression et dit d'eux, Belmondo, Brialy, ce sont des copains. De moi, on ne dit jamais ça. Pourtant, le public vous admire et vous suit, sinon vous ne feriez pas le nombre d'entrées que vous faites sur votre nom. Mais ça, vous êtes frustré de ne pas avoir cette espèce d'affection très curieuse? Non, parce que, frustré sûrement, mais je crois que j'en suis dans le fond le responsable, et si j'en suis le responsable, c'est sûrement de par une attitude de ma part envers autrui. Peut-être que je ne suis pas d'un accès, d'un abord aussi facile que Jean-Claude ou que Jean-Paul, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que c'est une question de nature, et c'est profondément ma nature. Je ne suis pas très ouvert, c'est un fait certain, et je n'aime pas être abordé inopinément dans la rue par quiconque. C'est vrai, je réagis très mal, mais je crois que c'est une question de tempérament. Je m'en excuse auprès de ceux qui ont pu en être blessés ou froissés. Vous détestez aussi la démagogie. Oui. Ceci explique peut-être cela. Peut-être, sûrement. Alain Delon superstar, c'est un terme qui revient souvent. Vous acceptez ce label? Je l'accepte volontiers parce que, sans parler d'Alain Delon, je crois qu'il y a au monde et qu'il reste à l'heure actuelle très peu de ce que j'appelle moi, sans dire le super, très peu de stars. Il y a beaucoup de vedettes, mais très peu de stars, et je crois faire partie de cela.
J'ai lu dans l'anthologie du cinéma, qui fait généralement pas de cadeaux aux acteurs, une phrase en ce qui vous concerne. On dit « Rien que pour Le Guépard, l'histoire du cinéma n'oubliera jamais le nom d'Alain Delon, avec un rôle qui était peut-être le plus chargé d'humanité de tous ces films. » Ça vous fait plaisir, vous êtes d'accord? Oui, c'est une réplique que j'attribuerais plus volontiers à Visconti, et en ce qui me concerne, que je préférerais voir au sujet de Rocco. Il y a une chose qui frappe dans votre carrière, c'est que vous avez toujours su, enfin dans la plupart des cas, choisir vos films et vos réalisateurs. Et ça ne peut pas être du hasard. Vous savez, depuis 10 ans, je suis à la fois interprète et producteur de mes films. Nous allons en parler d'ailleurs du métier Oui. de producteur. Et dans le fond, c'est sûrement depuis que je suis producteur, dans le fond, c'est sûrement l'intérêt principal du producteur Alain Delon, c'est de pouvoir finalement faire les films qu'il a envie de faire et de monter, de former les équipes qu'il a formées. Et c'est sûrement ma plus grande force de producteur. Nous parlons tout à l'heure de votre métier de producteur. Il y a une période de votre carrière qui s'appelle Hollywood. Oui. Et Hollywood, ça a été un tournant important. Qu'est-ce qu'il en reste au bilan souvenir, au bilan affectif, au bilan professionnellement, bien entendu, sur l'ensemble? À part des gens que vous aimiez, que vous avez rencontrés, je pense à Pas grand-chose. Lancaster. Pas grand-chose, non, je n'ai pas rencontré Lancaster à Hollywood. Lancaster, c'était dans la le période, Guépard. c'était le Guépard, et je l'ai retrouvé après dans Scorpio. Hollywood, professionnellement, pas grand-chose, sinon une expérience quand même intéressante. Il est toujours très intéressant pour un acteur français, un acteur européen, d'aller travailler chez les Américains. Ça, c'est intéressant. Mais sur le plan de ma carrière, je veux dire, les films que j'y ai tournés n'étaient pas passionnants, les rôles n'étaient pas transcendants, et si vous voulez, j'ai très vite compris que ma place n'était pas en Amérique, mais chez moi, en Europe, dans notre bonne vieille Europe. Et je suis retourné très vite. Le meilleur souvenir d'Hollywood est un souvenir extra-professionnel, puisqu'il s'agit par exemple de la naissance de mon fils, qui est né à Hollywood pendant que j'y tournais des films. Je ne voulais pas y faire allusion, bien, puisque vous détestez qu'on aborde des parties très particulières de votre vie privée, et je le comprends fort bien. Mais quand on parle d'Hollywood, enfin les acteurs français ou les réalisateurs, on parle toujours avec des larmes dans la voix, c'est là-bas qu'a lieu le vrai professionnalisme, C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Il faut connaître Hollywood et on en parle raisonnablement, sans sanglots dans la voix. C'est très bien sur un plan technique. Et c'est vrai qu'on bénéficie en Amérique des meilleurs moyens techniques, des plus gros avantages sur le plan de technicité. Mais finalement, on fait du cinéma à Hollywood comme ailleurs, comme en Suisse, comme en France, comme en Italie, sans plus. Et pourtant, si vous me permettez une parenthèse dans votre enfance, l'Amérique, c'était un rêve. Vous aviez un jour fait une fugue pour aller à Chicago, qui s'est terminée au commissariat de Châtellerault, d'ailleurs. C'est vrai, vous en savez des choses. Mais vous savez, je crois que l'Amérique est un rêve pour tout enfant européen, normalement constitué. Tout le monde a rêvé de New York dans son enfance, dans sa jeunesse. Et vous savez, ce qui est, en général, ce qui m'a toujours, moi, très peiné, c'est que toutes les villes, tous les pays en général auxquels j'ai rêvé lorsque j'étais enfant, le jour où je m'y suis trouvé, j'ai 9 fois sur 10 été déçu. On devrait rester sur ses rêves. Alors, reclap, Alain Delon, deuxième fois. Voilà. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a deux personnages, bien que vous détestiez les personnages en costume, je crois que c'est un des points. Il y a un personnage que vous auriez rêvé d'interpréter, c'est Bonaparte. Je ne sais pas si c'est vrai. Et si c'est vrai, pourquoi? Pour l'homme, pour... C'est vrai, oui. C'est vrai parce que, d'abord, j'ai toujours eu une admiration sans borne pour l'homme Bonaparte. Je dis Bonaparte, je ne dis pas Napoléon. Compris la nuance. Et je crois que c'est sûrement un des rôles les plus extraordinaires et les plus fascinants à interpréter. Vous savez, je crois qu'il a été fait un jour un référendum dans le monde pour savoir, au niveau mondial, quels étaient les personnages les plus célèbres et les plus mondialement connus. Numéro 1, le Christ. C'est la moindre des choses. Numéro 2, l'empereur. Et puis il y en a un deuxième personnage que vous n'avez pas interprété, mais que je vous soupçonne quand même d'y penser beaucoup et de l'interpréter un jour, c'est L'étranger de Camus. Là, vous me faites très mal, parce que je crois que malheureusement... Mastroianni l'a fait. Mastroianni l'a fait. Mais les remakes, ça se fait aussi. Avec Visconti, et je peux même vous dire que c'est moi au départ qui devais le faire. Et il y a eu des problèmes avec monsieur Dino de Laurentiis, pour le nommer, le producteur. Et finalement, c'est Mastroianni qui a eu le rôle de Camus. Je crois que c'est un des plus grands regrets de ma vie professionnelle et sûrement de ma carrière. Et malheureusement, je pense que L'étranger ne se refera plus. De toute façon, moi, je ne me vois pas faisant L'étranger avec quelqu'un d'autre que Visconti. Bon, on va peut-être changer de chapitre, Alain Delon. On va parler d'Alain Delon, producteur. En fait, votre société, Adelphin, a été fondée en 68.
En 68, oui. En 68, bien. Alors, il y a une question que l'on peut se poser. Acteur pleinement satisfait, refusant à peu près 50 scénarios pour en choisir un. L'envie de produire, pourquoi? L'envie de produire par besoin de création. Je m'explique. Je considère comme créateur un metteur en scène, un auteur, un écrivain, voire un adaptateur cinématographique. Mais pour moi, un acteur reste et restera toujours un interprète, aussi superbe soit-il dans son interprétation. Donc, si vous voulez, j'avais besoin de création. Et j'ai trouvé ma forme de création dans la production. Plus exactement dans la promotion. C'est-à-dire que je me considère, si vous voulez, au premier stade, lorsque je prépare un film, comme un promoteur. Prenez le cas de Borsalino ou le cas de Flick Story. J'ai l'idée de Borsalino, où je lis les premiers feuillets de Flick Story. Je vois l'intérêt d'en faire un film, et à partir de ce moment-là, la machine se met en route et dit « je veux faire Borsalino » ou « je veux faire Flick Story ». Premier point, acheter les droits, vous trouvez les droits. Deuxième point, penser à un metteur en scène. Du metteur en scène à l'auteur, à l'adaptateur, à l'écrivain, à la distribution, aux acteurs. Ça, c'est mon travail de promoteur. Je monte l'affaire totalement. Puis intervient, c'est ce qui me passionne le plus. C'est ma création, en toute modestie. Puis ensuite arrive le travail du producteur. Toute la préparation du film, puis le travail de l'acteur. Je cède la place à l'acteur pendant la période de tournage. Et le producteur reprend sa place dans le troisième stade du film, qui est le stade de l'achèvement, de la finition et de la promotion publicitaire, de la sortie du film, etc. Et quelle disponibilité vous reste-t-il pour vous et les vôtres? Vous savez, il me reste toujours, quand on veut trouver le temps, on le trouve toujours. Mais je crois que la disponibilité, je la trouve en moi. D'abord, je n'ai pas tellement besoin de disponibilité, si tant est que ce soit pour les autres. Mais je la trouve comme tout le monde. Je la trouve le samedi, je la trouve le dimanche, je la trouve le soir en rentrant chez moi, je la trouve la nuit, je la trouve hormis mon travail. Je crois qu'il faut peut-être préciser une chose pour qu'il n'y ait pas de malentendu. La conception européenne du producteur, c'est un monsieur qui trouve de l'argent, un point. Mais il y a la conception américaine du producteur qui suit véritablement la création artistique. Vous vous rapprochez donc de la seconde formule. Je suis totalement un producteur dit à l'américaine, oui, alors, dans ce sens absolument. Oui. Un producteur, c'est un monsieur qui, du début de la naissance de l'idée jusqu'à la sortie du film, suit son projet, suit son film, son enfant, comme on l'appelle, pour le porter à terme. Alain Delon, producteur, création bien entendu, mais peut-être aussi un moyen pour porter à l'écran des thèmes qui vous tiennent à cœur. Il y a un thème qui vous tient particulièrement à cœur. Je crois que, par exemple, vous êtes contre la peine de mort. Pas exactement. Alors là, c'est une autre discussion qu'on va aborder. Je ne suis pas résolument contre la peine de mort. Mais comment avez-vous pu produire Deux hommes dans la ville si vous n'êtes pas contre la peine de mort? Vous savez, mon rôle et le propos d'un acteur, je veux dire, c'est d'être, si vous voulez, dans un certain sens, apolitique. On sait que vous êtes plus qu'un acteur, quand même. Oui, je suis aussi un producteur. Mais dans le cas de Deux hommes dans la ville, j'ai eu envie de faire le film, je l'ai produit, j'ai eu envie d'interpréter ce personnage, et je veux dire, l'histoire était telle, écrite par José Giovanni, que la fin était ce qu'elle en était. Bon, je veux dire, ça n'est pas à ce moment-là mon propos d'avoir une opinion pour ou contre. Là, à ce moment-là, je deviens un interprète, et j'essaie de faire passer quelque chose, et je le fais à fond, et je joue le jeu à fond. À condition en dehors de toutes mes idées. Quand même. Vous savez, le propre de l'acteur, c'est pas forcément de croire au thème. Si demain, moi, mes opinions politiques, on les connaît. Un acteur, je prétends qu'il doit rester sur un plan professionnel apolitique. Mais si on vous proposait un rôle de gauchiste au cinéma, tout de suite, et je le ferai avec le maximum de mes moyens, tout de suite. Mais c'est le propre de l'acteur, sinon c'est pas la peine d'être comédien. C'est ce que je reproche d'ailleurs aux acteurs de gauche. Il y a un autre domaine, c'est Alain Delon et le théâtre. Alors là, je crois qu'il faut être très précis. Vous n'êtes pas un homme à rester sur des échecs ou en étant optimiste, disons des demi-succès. Il y a eu deux expériences, à ma connaissance. Celle dans une mise en scène de Visconti avec pour partenaire Romy Schneider, qui s'intitulait « Dommage qu'elle soit une putain ». Et il y a eu Les yeux crevés de Jean Caux. Bien, comme vous le reconnaissiez, demi-succès ou demi-échec, etc. Vous n'avez pas eu envie de refaire du théâtre? D'abord, je voudrais apporter une rectification. Les deux pièces ont été un succès. Je veux dire, en ce qui concerne la pièce de Visconti, nous avons joué, je crois, avec Romy, quelque chose comme 140 représentations. Et la pièce, nous l'avons arrêtée à plein rendement parce que j'avais un contrat cinématographique que je n'ai pas pu repousser, qui était malheureusement Marco Polo. Oui, mais les critiques de l'époque disaient que c'était Romy qui enlevait tout. Ah, vous m'avez parlé d'un succès, vous ne m'avez pas parlé d'un succès de critique. Je vous parle d'un succès populaire. Les critiques n'ont pas toujours été tendres avec moi, c'est un fait. Que Romy ait été dans la pièce absolument phénoménale, c'est vrai.
Romy a toujours été une bête de théâtre. Moi, je ne suis pas un acteur de théâtre et j'en étais à mes débuts. J'étais sûrement moins bien qu'elle, c'est vrai. Mais la pièce a été un succès. Quant à la deuxième pièce de Janco avec Marie-Belle, sur le plan critique et sur le plan acteur, alors je ne vous marche pas mes mots, c'était un triomphe. Sauf que la pièce s'est jouée 28 fois, puisqu'elle a été arrêtée, comme vous le savez sûrement, par les événements de mai 68. Donc je ne peux pas savoir si on en aurait fait un succès de longue durée. Mais les critiques ont été unanimes, tant sur la pièce que sur Marie-Belle et sur Alain Delon. Et vous qui vivez à 100 à l'heure, le théâtre, oui. C'est pas un tempo un petit peu trop ralenti, un petit peu trop routinier, 300 représentations, oui. C'est vrai, je ne pourrais jamais, malheureusement, enfin je le regrette, je ne pourrais jamais jouer au théâtre 300 soirs de suite, ou 600, ou peu importe un an. J'aimerais volontiers pouvoir créer une pièce, jouer pour un minimum ou un maximum de 30 ou 40 représentations. Je trouve que c'est, compte tenu de ma personnalité, de mon tempérament, c'est le maximum. Je ne pourrais pas m'enfermer au théâtre pendant un an, c'est vrai, je le regrette. Il y a peut-être un homme qui pourrait vous ramener au théâtre, c'est Patrice Chéreau, non? Vous n'avez pas envie de travailler avec lui? Oui, on a même eu un projet, enfin Patrick m'a fait part un jour de ses désirs de faire quelque chose au théâtre avec moi, mais j'attends toujours la pièce idéale. Et puis il y a un troisième volet quand même, c'est Alain Delon, businessman. Alors là, il y a une phrase, vous dites « Le milieu du cinéma est constitué de requins », mais il se trouve que le requin est le poisson que je préfère. Est-ce que c'est exact comme citation? On peut vérifier au fur et à mesure. Oui, disons que je me sens à l'aise parmi les requins. Bien, mais vous pensez que le monde du sport dans lequel vous vous êtes plongé, avec succès, est un monde plus doux, constitué d'agneaux bêlants? Je ne crois pas, mais disons que j'ai eu la chance, ou que les circonstances ont fait que j'ai abordé le monde du sport au plus haut niveau, avec des organisations au top, si vous voulez. En faisant de la peine à beaucoup de gens, d'ailleurs. Sûrement, mais le problème n'est pas de faire de la peine à beaucoup de gens, dans la mesure où ils ne sont pas mes amis personnels, je ne vais pas avoir d'égard à ce sujet. Donc j'ai effleuré, si vous voulez, le monde du sport, mais je l'ai effleuré dans son côté qu'il y avait de plus grandiose, de plus important et de plus... Alors je ne connais pas très bien le monde du sport dans le côté que vous avez souligné. Mais je pense que le monde du sport est un monde aussi plein de requins. On a longuement parlé très souvent du boxing business comme du sport business. C'est un fait, mais ce n'est pas un problème qui m'a touché moi. J'ai fait mes affaires, mon affaire, tout seul, sans personne. Et il n'y a eu aucun business quelconque que le mien. Et les chevaux, est-ce que c'est une passion ou est-ce un défi au Jockey Club? Ah, c'est pas du tout. Les chevaux, c'est une passion, pure et simple. D'abord, c'est un animal pour qui j'ai toujours eu une affection toute particulière. Un cheval, c'est beau, c'est racé, c'est du sang pur, comme on dit. Et j'ai été attiré depuis ma plus grande enfance par les chevaux, et j'ai toujours rêvé, j'ai toujours souhaité avoir un jour des chevaux à moi, pas pour les monter, parce que je suis malheureusement... Vous savez que de toute façon, mon écurie est dans le trot et pas dans le galop, donc je les drive. Et j'ai toujours rêvé plus tard d'avoir une écurie de course, et ce que j'ai réussi à réaliser il y a quelques années. Si vous voulez, il y a une chose qui me frappe, et pardonnez-moi la brutalité de la question. Alain Delon, acteur, parfaite réussite, mais on a l'impression que je réussis mieux dans les chevaux que comme acteur. Que vous souhaitez autre chose. Enfin, disons, j'emploie le mot, que vous souhaitez abandonner cette étiquette de saltimbanque, qui est celle du métier d'acteur, oui, dans tout ce qu'elle a de noble, d'ailleurs. C'est Gabin qui nous l'a donné. Oui. Et il n'y a pas un souci de notoriété de la part Alain Delon, businessman, directeur d'une compagnie de charter, écurie de course, organisateur de combats, enfin de là jusqu'à la Légion d'honneur, enfin... Non, la Légion d'honneur, je vous le dis tout de suite, ne m'intéresse pas du tout. La Légion d'honneur m'eût intéressé à titre militaire, remise par le général de Gaulle. Sorti de ça, ça ne m'intéresse pas. Non, la notoriété, vous savez, je crois qu'il est difficile d'atteindre une notoriété, en toute modestie, plus importante que celle que j'ai eue grâce à mon métier d'acteur et de producteur dans le monde entier. Donc, ça n'est pas pour moi un souci. Ça n'est pas mes affaires, ni mon écurie de course, ni ma compagnie de charter qui m'apporteront une notoriété plus évidente ou plus affirmée que celle que j'ai eue. Non, c'est simplement un besoin d'action, un besoin de renouveler des passions nouvelles. Je suis quelqu'un qui brûle des passions et qui les brûle et qui les jette pour en prendre d'autres, pour en découvrir de nouvelles. C'est un besoin de vivre. Pas comme on a l'habitude de dire à 100 à l'heure ou à 10 000 à l'heure, de vivre tout simplement. C'est un besoin de ne pas perdre de temps. J'estime, et j'ai toujours dit que je n'avais pas le temps de perdre de temps. Et que du jour où j'avais compris que chaque jour me rapprochait de l'issue finale, de l'issue fatale, je ne voulais pas perdre une seconde de ce temps. Une obsession quant à la finalité? C'est pas une obsession, c'est une certitude. C'est la seule chose au monde dont je sois sûr et certain, c'est de mourir. On va revenir à Alain Delon, acteur.
après ces parenthèses. Alain Delon, vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs, on peut citer pour mémoire Melville, Antonioni, Visconti, René Clément, Lozay. Mais Visconti, est-ce que ce n'est pas une date importante dans votre carrière cinématographique? C'est sûrement la date la plus importante, sinon une des plus importantes, parce que elle fait partie du tout début de ma carrière. C'est-à-dire que, si vous voulez, je considère la carrière d'un acteur comme un édifice. Je veux dire, une carrière, ça se construit, disons, comme un building sur une longue durée. Et pour construire un building, il faut d'abord des bases, et des bases solides, sinon le building s'écroule, tout tombe. Et je crois que les bases de la carrière d'Alain Delon doivent être attribuées à Visconti. Ma rencontre avec Visconti, le choix de Visconti de me donner l'interprétation de Rocco, du personnage de Rocco dans Rocco et ses frères, et les premières bases de mon métier d'acteur que j'ai appris à son contact, puisqu'on ne peut apprendre qu'apprendre avec des gens comme Visconti, et ensuite Le Guépard. On va reparler de Visconti et naturellement de Rocco, mais avec tous ces metteurs en scène que j'ai énumérés, de ceux-ci sont nombreux, quel est l'apport de chacun? Par exemple, quel est l'apport d'un René Clément au niveau direction d'acteur, d'un Antonioni, d'un Lozay, d'un Melville? Vous avez cité les plus grands, enfin ceux qui font partie dans la profession des plus grands metteurs en scène du monde. Clément, par exemple, que j'ai eu la chance de tourner, je crois que c'est la plus grande année et la plus grande chance de la carrière d'Alain Delon, c'est d'avoir tourné la même année, en 1960, Rocco et ses frères, sous la direction de Visconti et Plein Soleil, sous la direction de René Clément, qui reste, ce n'est pas moi qui le dis, qui reste et qui resteront deux classiques du cinéma mondial, en tant que film de Visconti et de film de René Clément. Donc, si vous voulez, j'ai eu cette chance. René Clément, qui est toujours un des plus grands metteurs en scène français et du monde, est pour moi et restera, je crois, le plus grand, celui qui m'a dirigé comme le plus grand directeur d'acteurs. Vous savez qu'il y a un distinguo, les gens oublient trop souvent ce qu'est un metteur en scène. Il y a pour moi le metteur en scène qui doit être doublé d'un directeur d'acteurs. Ce que je reprocherais aux metteurs en scène en général maintenant actuel, c'est de n'être que des metteurs en scène. Et peut-être de ne pas aimer les comédiens. Connaissance de l'acteur, ne pas aimer les comédiens, ne pas respecter, ne pas sentir le comédien, et ne pas tirer du comédien le maximum, et finalement tirer du comédien ce que les autres n'ont jamais tiré. C'est le fort de Visconti, de Clément, d'Antonioni, de Melville et de gens comme ça, c'est de faire sortir chez un comédien ce que personne n'a jamais effleuré jusqu'alors. Mais vous qui avez le goût du risque, vous n'avez jamais eu envie de passer de l'autre côté de la caméra? C'est curieux, ça. Très souvent, bien sûr, mais je n'y passe pas pour deux raisons. D'abord, la première, parce que metteur en scène, c'est un métier, et on ne s'improvise pas metteur en scène. On le devient à force de travail, à force d'années d'études, et on ne peut pas, à mon sens, cumuler à la fois le métier de producteur, de metteur en scène et d'acteur. Tout le monde n'est pas Wells qui veut, et bien nombre de mes camarades y sont attaqués, et ça n'a donné pour moi, à mon sens, des résultats que très médiocres. Donc on ne peut pas faire trois métiers bien à la fois. Et la deuxième raison, si vous voulez, c'est que j'ai les capacités de faire un film. Je fais un film demain matin, mais comme je viens de vous le dire, je fais un film. Et lorsque je travaille avec X, Y, Z, je m'aperçois que demain matin, je peux faire la même chose, mieux que lui ou mieux qu'eux. Et lorsque je refais un film avec Visconti, ou un film avec Lozay, ou avec Melville, je remets tout en question parce que je m'aperçois que je ne ferai jamais, que je ne peux pas faire comme eux. Alors j'oublie de faire la mise en scène. On revient à Rocco et ses frères. Vous interprétez le rôle d'un boxeur là, dans ce film. Il y a un combat, je crois, qui a été filmé au Vigorelli, dans lequel vous combattez. C'est un combat réel. C'est un combat réel, oui. J'avais alors 25 ans. C'est ce qui a donné à Belmondo l'idée de faire de la boxe après? Absolument pas. Jean-Paul a fait de la boxe bien avant, parce que Jean-Paul était boxeur avant d'être acteur. Il a été boxeur amateur, il est devenu comédien ensuite. C'est le cas contraire qui s'est produit avec moi. Oui, la scène a été tournée réellement au Vigorelli de Milan, en présence de 4 à 5 000 personnes. Et j'avais, pour me donner la réplique, heureusement pour moi et heureusement pour le film, un boxeur professionnel à l'époque qui était un boxeur d'une qualité et d'une classe très rare, qui s'appelait Sauveur Chioca. Oui. C'était un mi-moyen. Champion de France. Il a été champion de France, je crois qu'il a même été, peut-être jusqu'au champion d'Europe, je ne veux pas dire, mais je crois que... Je veux dire, c'est un boxeur qui avait une classe de champion du monde, mais qui malheureusement avait un défaut majeur dans sa spécialité, c'était un boxeur qui avait peur. Vous savez que la peur, quand on est boxeur, est une chose absolument rédhibitoire. Vous étiez entouré de Renato Salvatori, qu'on retrouve d'ailleurs dans Flick Story, Flick Story, le dernier film que vous avez fait, Annie Girardot. Oui.
Oui. Comment s'est passé le tournage? Vous en avez un souvenir encore enfin, c'est vieux, bien sûr, mais qu'est-ce qui reste comme souvenir qui remonte en surface? Bah, vous savez, d'abord, c'est, comme je vous dis, un des films les plus importants de ma carrière. Ça a été ma rencontre aussi avec Renato, qui je suis resté très lié. Ma rencontre avec Girardot. Nous étions tous à l'époque un peu des débutants, des petits acteurs. Et je crois que ce qui reste en surface et qui surnage, qui ressortira toujours, si vous voulez, de cette surface, je crois que c'est la merveilleuse présence et le merveilleux génie de Visconti. On ne peut pas avoir fait un film avec Visconti sans s'en rappeler toute sa vie, sans en être marqué tout au long de sa carrière. Et ça, c'est la chose la plus importante.